Comment choisir une batterie de cuisine induction? Bon, la réponse est presque contenue dans la question, puisque pour avoir un choix judicieux, il faut s'adresser immédiatement au matériau qui va être utilisé pour fabriquer cette batterie de cuisine qui fonctionnera sur les tables à induction. Une plaque à induction, elle fonctionne avec un électroaimant qui est situé sous la plaque, et c'est ce qu'on appelle l'inducteur. Cet électroaimant émet un champ magnétique, et pour que ce champ magnétique soit capté, il faut que la batterie de cuisine utilisée soit elle-même magnétique. Alors, elle peut l'être dans son intégralité, c'est-à-dire sur toute la surface du corps de l'ustensile. Elle peut l'être par le fond, mais il faut un endroit qui est une zone magnétique qui capte ce champ. Et lorsque ce champ est capté par l'induit, alors on appelle l'induit, vous avez l'inducteur qui émet le champ magnétique, et vous avez l'induit qui est le récepteur, c'est-à-dire l'ustensile, la casserole, la poêle, la marmite, etc. Lorsque ce champ magnétique est capté par l'induit, il active les électrons du matériau, et c'est cette activation qui provoque un échauffement extrêmement rapide et extrêmement efficace qui va provoquer l'élévation de la température. La technologie est identique, quel que soit le fabricant, je dirais, mais ce qui est important dans le choix qu'on va opérer au-delà du matériau, c'est que lorsqu'on utilise la plaque, il faut prendre soin que le diamètre symbolisé sur cette plaque, généralement par un rond, une croix ou un cercle, ne soit pas supérieur de plus de 2 cm à 2 cm et demi du diamètre de l'induit, c'est-à-dire de la casserole. Parce que dans ce cas-là, si jamais le différentiel est supérieur à 2 cm et demi, eh bien, il y a un risque que l'induit, la casserole, ne soit pas capté par la plaque, et donc, en étant non détecté, ne chauffe pas. C'est la raison pour laquelle on a pratiquement banni les toutes petites dimensions de 12 et de 14 cm, parce que le diamètre des inducteurs et le diamètre dévolu sur la plaque pour l'ustensile, généralement est aux alentours de 180 mm, c'est-à-dire 18 cm. Donc, il est évident qu'une casserole de 14 ne pourrait pas fonctionner. Donc, il faut prendre un grand soin à regarder ça, et les gens ne le savent pas. Il y a aussi une autre question à poser, puisque vous me donnez l'occasion d'exprimer ce qu'on côtoie tous les jours avec les demandes de nos clients. Il y a des plaques qui sont de forme rectangulaire et où il est très difficile, avec un ustensile de faible diamètre, d'aller chercher la bonne zone. Donc, il est important, lorsque vous achetez votre plaque à induction, cette fois-ci, pas la batterie de cuisine, mais la plaque à induction, que vous fassiez clairement expliquer par le fabricant ou par le distributeur comment positionner votre ustensile en fonction de sa taille et aussi de sa forme. La qualité du matériau interfère systématiquement sur les résultats qu'on va obtenir durant la cuisson. Il faut connaître les caractéristiques de chacun d'entre eux pour savoir lequel va correspondre à ce qu'on recherche. C'est en cela que ça me paraît important d'expliquer les caractéristiques principales de chacun des matériaux qu'on va retrouver dans les matériels de cuisson. Le plus prestigieux d'entre eux, c'est le cuivre. C'est non seulement le plus prestigieux, mais c'est le plus ancien. Il a été transformé depuis plus de 1000 ans par les transformateurs de métaux, et c'est celui qui a la meilleure caractéristique de distribution de chaleur. C'est-à-dire qu'il est à la fois extrêmement puissant et réactif. Il va monter très rapidement en température, de même que lorsqu'on voudra réduire, sa réaction sera quasi instantanée, et c'est pour ça qu'il est apprécié par les spécialistes et par les cuisiniers, parce qu'il a cette réactivité qui permet de monter et de descendre rapidement. Ce matériau, néanmoins, ne peut plus être utilisé seul, et ne doit pas être utilisé seul, parce que, au contact des aliments, les oxydes qu'il développe naturellement deviennent des oxydes toxiques. Le vert de gris, qui se développe naturellement sur le cuivre, bien évidemment, ne permettrait pas qu'il soit en contact avec les aliments. C'est pour ça que, de temps immémoriaux, on a commencé par étamer le cuivre. La couche d'étain à l'intérieur, en fait, est là pour isoler les aliments de ce problème d'oxydation et de corrosion qu'on pourrait avoir s'il était utilisé en direct. Depuis déjà au moins une trentaine d'années, on associe le cuivre
a une couche d'inox à l'intérieur qui se substitue à l'étain et qui joue ce rôle d'écran entre le matériau conducteur qu'est le cuivre et les aliments, avec l'acier inoxydable qui, par définition, comme tout le monde le sait, ou presque, cet acier inoxydable de type austenitite, qu'on appelle plus communément le 1810, est un matériau inerte. Qu'est-ce que ça veut dire un matériau inerte? Ça veut dire qu'aucun de ses composants ne migrera jamais vers les aliments, et à l'inverse, aucun aliment, même corrosif, n'attaquera l'acier inoxydable. Donc c'est en cela qu'il a été le meilleur substitut à l'étain, et que systématiquement aujourd'hui, dans les casseroles, les poêles, les sauteuses qui composent une batterie de cuisson en cuivre, on associe automatiquement l'acier inox à l'intérieur. Il y a un autre problème qui se pose avec le cuivre, c'est que le cuivre n'est pas un matériau magnétique. Or, les évolutions des techniques de cuisson aujourd'hui, les plaques céramiques, mais plus récemment les plaques à induction, nécessitent que l'induit, on appelle l'induit la casserole ou la poêle qui est dessus, soit magnétique. Pourquoi? Parce que dans la technique de l'induction, c'est pas la plaque qui chauffe, en réalité c'est l'induit. Mais si cet induit n'est pas magnétique, il ne capte pas le champ émis par l'électroaimant de la plaque, et conséquemment, il ne chaufferait pas. Donc, tous les fabricants que nous sommes se sont ingéniés pendant des années à trouver des technologies qui permettraient de faire fonctionner le cuivre sur la table à induction. Et les technologies les plus répandues sont les matériaux multicouches qui sont à base de cuivre à l'extérieur, mais qui contiennent à l'intérieur du plaquage. On appelle le plaquage le procédé de colaminage qui associe les différentes plaques pour aller extraire les performances spécifiques à chacune d'entre elles. Et donc, dans les plaques qui sont utilisées dans ces multicouches destinées aux ustensiles de cuisson en cuivre, on met des plaques inox ferritiques ou même on peut associer de l'acier doux pour aller capter le champ induction et échauffer la casserole en cuivre qui est concernée. L'autre technologie consiste à avoir un fond sandwich qui est soudé sur la base de la casserole et qui est constitué de 3 plaques. La première, c'est un inox ferromagnétique qui donc va capter le champ magnétique de la plaque et échauffer l'ensemble. La seconde plaque est une plaque d'aluminium et la troisième plaque, eh bien, c'est le corps de la casserole en cuivre qui elle-même est faite des 2 plis d'inox et de cuivre. Au prix de ces transformations-là, on a rendu possible l'impossible, c'est-à-dire que les grands fabricants de casseroles cuivre qu'on trouve sur le marché, et en particulier les fabricants français qui ont fait preuve d'un talent inouï pour développer ces matériaux, peuvent proposer aujourd'hui des casseroles en cuivre qui fonctionnent à l'induction. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que son prix de revient et le coût de l'alliage en lui-même est très élevé, et il va devenir de plus en plus élevé parce que le cuivre est utilisé énormément de nos jours dans la composition des batteries des voitures, dans l'électronique de tout ce qui est digital. Donc c'est un matériau cher, et la composition que j'ai évoquée tout à l'heure pour le rendre compatible avec l'induction est une composition qui met en œuvre des technologies sophistiquées qui rendent le matériau très cher en termes de prix de revient. Ceci doit être pris en compte. La contrepartie, c'est que la durée de vie de ce type d'ustensile est très longue, et que en le regardant à long terme, on s'aperçoit que c'est un investissement qui est, à la fin du compte, n'est pas aussi cher que ça. L'autre inconvénient qu'il ne faut pas manquer quand même de citer, c'est que son entretien est difficile. C'est-à-dire que vous ne mettrez pas une casserole cuivre au lave-vaisselle, et qu'il faudra utiliser l'huile de coude pour aller le réactiver quand il va s'être terni au fil des utilisations, parce que sa nature, c'est qu'il s'oxyde très rapidement. L'inox, dans les ustensiles de cuisine, de la façon dont il est utilisé aujourd'hui, c'est une combinaison d'au moins 2 alliages. Sans parler du matériau conducteur qu'on est obligé de lui apporter. Pourquoi? Parce que le plus connu d'entre eux, qu'on appelle communément l'inox 1810, c'est-à-dire une composition à 18% de chrome et 10% de nickel, est une composition qui est parfaitement adaptée au contact alimentaire, parfaitement saine pour la santé, puisque c'est un matériau inerte,
dont aucun des composants ne migrera jamais vers la nourriture, pas plus que la nourriture d'ailleurs ne pourra le corroder. Et à ce titre, nous l'utilisons, et je l'utilise en particulier en ce qui me concerne depuis plus de 51 ans dans les batteries de cuisine que j'ai fabriquées ou que je fais fabriquer aujourd'hui, parce qu'il est le meilleur garant de ce que l'utilisateur, le consommateur peut attendre d'un matériau au contact des aliments. En revanche, ces qualités-là lui confèrent un défaut majeur, c'est qu'il n'est pas magnétique. Et aujourd'hui, on ne peut plus concevoir de batterie de cuisson qui ne serait pas magnétique, parce que ne pas être magnétique, ça signifie tout simplement de ne pas pouvoir fonctionner sur les tables à induction. Donc, il a fallu développer une technologie qui allait pouvoir lui associer une composante magnétique ou un apport dans sa construction totalement magnétique afin de fonctionner sur les plaques à induction. Petite parenthèse, les plaques à induction fonctionnent avec ce qu'on appelle un électroaimant qui émet un champ magnétique qui est capté par l'induit. L'induit, c'est la casserole ou c'est la poêle. Et c'est grâce à lui que l'ustensile va pouvoir s'échauffer. C'est-à-dire que le champ magnétique active les électrons du métal et cette activation des électrons provoque l'échauffement du matériau et sa montée rapide en température. Pour y parvenir dans l'inox, il a fallu utiliser 2 techniques que j'ai successivement utilisées. En fait, en ce qui me concerne, j'en ai même utilisé 3 parce que lorsque l'induction est apparue dans les années 80, je peux dire que j'ai été le premier à me soucier vraiment de la question, avant même que les plaques à induction soient répandues, pour pouvoir faire en sorte que l'inox reste un matériau accessible et un matériau surtout disponible pour la cuisson. La première de ces techniques, c'est ce qu'on appelle les fonds rapportés. Ces fonds rapportés constituent à mettre en sandwich, à la base de la casserole, une couche d'acier inoxydable de type ferritique. Donc, quand on dit ferritique, on entend fer, donc on entend magnétique, qui va être au contact avec la plaque à induction. Une plaque d'aluminium et ou de cuivre entre cette plaque magnétique qui touche la plaque à induction et le corps de la casserole. Pourquoi du cuivre? Parce que l'autre défaut de l'inox, ça n'est pas d'être non seulement non magnétique, mais c'est un très mauvais conducteur de chaleur quand il n'est pas associé à un autre matériau pour pouvoir prétendre cuire avec de bonnes performances. Donc on associe généralement les 2 matériaux qui sont les plus performants en termes de conductibilité thermique, c'est-à-dire le cuivre ou l'aluminium. Donc cette plaque de cuivre et d'aluminium a été associée dans le fond rapporté d'e-sandwich et ou capsulé, puisque parfois on enferme totalement la composition dans une capsule pour pouvoir commencer à échauffer les premiers ustensiles en inox capables de l'induction. La deuxième option que j'ai utilisée a été de dire on élimine totalement l'inox austénitique de type 1810 par un inox ferritique, mais avec des caractéristiques aptes au contact alimentaire. Et là, on a développé des alliages très complexes avec les fabricants d'acier, qui étaient des alliages ferritiques, donc avec du chrome, mais aussi du molybdène, du titane, pour le rendre à la fois malléable dans sa déformation, pour pouvoir être embouti, mais aussi capable du contact alimentaire. Ça a été des séries qui ne contenaient qu'une seule couche, épaisse, d'environ 1,5 mm d'épaisseur, ou 2 mm. Et cette construction-là, monocouche, était magnétique sur le fond et sur la totalité de la surface de l'ustensile, le rendant extrêmement performant à l'induction. Ceci dit, l'expérience nous a montré qu'en termes de répartition de chaleur, ça n'était pas idéal. Et donc, on s'est tourné, et votre serviteur en particulier, vers ce qu'on appelle les triplis, qui sont ceux que nous utilisons aujourd'hui, qui sont ceux de la gamme Full Inox de l'Effet Cooking. Et ce tripli constitue vraiment la quintessence de ce qu'on peut attendre de l'acier inoxydable capable de l'induction, avec 3 couches. La fameuse couche intérieure apte au contact alimentaire, la couche centrale qui est
En aluminium, pour les raisons que je viens d'expliquer, puisque la conductibilité thermique de l'aluminium est 10 fois supérieure à celle de l'acier inox. C'est pour ça que l'inox devient performant grâce à cet apport, mais cette plaque d'aluminium n'est absolument pas en contact avec les aliments pour les questions d'hygiène et de santé que tout le monde connaît par rapport à l'aluminium. Et enfin, la couche extérieure, elle, est magnétique sur toute sa surface et va capter le champ magnétique de la plaque à induction. Ceci présente 3 avantages dans ce type de composition et d'alliage. Le premier est celui de la rigidité d'ensemble, puisque la technique qui permet d'associer les 3 plaques et qu'on appelle la technique de colaminage, in fine, va renforcer l'écrouissage du métal, donc sa dureté, et va favoriser sa capacité de planéité, même à l'échauffement, lorsqu'il est sur la plaque de cuisson, en mode induction ou en mode vitrocéramique. C'est une garantie supplémentaire. Le deuxième avantage, c'est le poids. Puisque vous l'avez noté sans doute, le cœur de cet ensemble, le cœur de cet alliage, c'est l'aluminium qui est 2,96 fois inférieur en termes de densité à l'acier, donc confère une légèreté considérable qui est de l'ordre de 47% inférieure à celle de l'acier ou de l'inox en particulier. Et enfin, la troisième caractéristique, c'est bien évidemment ses qualités au contact alimentaire, puisque aucun des composants du métal de l'intérieur ne migrera vers les aliments, pas plus que les aliments ne pourront corroder l'inox, puisqu'il est parfaitement inerte. Concernant l'aluminium et la fonte d'aluminium, et je viens de l'évoquer à l'instant, comment peut-on ne pas parler d'eux, puisque en fait, ils constituent, juste derrière le cuivre, le meilleur matériau en termes de conductibilité de chaleur. Mais hélas, ces matériaux ont un inconvénient majeur, notamment de nos jours, où les plaques à induction sont de plus en plus répandues, c'est que l'aluminium n'est pas magnétique. Donc comme l'aluminium, où sont dérivés la fonte d'aluminium, puisque ça c'est la même famille d'alliage, c'est le procédé qui change simplement. Quand on parle d'aluminium, une poêle en aluminium, la plupart du temps, va être une poêle emboutie forgée, ou alors elle va être en fonte d'aluminium. La différenciation entre les deux, c'est que d'un côté on emboutit et de l'autre côté on coule. C'est-à-dire on fusionne l'alliage et on injecte l'aluminium en fusion dans le moule, ce qui constitue la fonte d'aluminium. Mais c'est la même famille en termes de conductibilité thermique, comme c'est la même famille en termes de densité. Donc, un de ses avantages, je viens d'en parler, c'est la densité. L'aluminium ou la fonte d'aluminium sont 3 fois plus légers, 2,96 pour être précis, plus légers que l'acier. Donc, dans la manipulation, dans l'utilisation, c'est un confort qu'on a d'ailleurs capté en le mettant à l'intérieur de notre trépied inox, mais pas au contact alimentaire, et que les utilisateurs, quand ils ont des poêles tout alu ou fonte d'aluminium, apprécient parce que sur de longues sessions de cuisson, c'est très important d'avoir le minimum de poids à manipuler. L'autre caractéristique, je l'évoquais au début, c'est la conductibilité de cet alliage d'aluminium qui est par exemple 10 fois supérieure à celle de l'inox. L'inox seul n'est pas conducteur de chaleur, donc l'aluminium a cette caractéristique de conductibilité. En revanche, nous ne pouvons pas le mettre au contact direct des aliments, et la plupart du temps, depuis très longtemps, il était associé à des revêtements anti-adhérents, eux-mêmes sujets à de nombreuses critiques compte tenu du fait que certains de ces composants, comme le PFOA ou le PFAS, constituaient des dangers pour la santé. Ils ont été interdits il y a de nombreuses années, et aujourd'hui, on tend à utiliser de moins en moins ce type de matériaux pour les remplacer par de la céramique minérale la plupart du temps, et pour certaines compositions de fonte d'aluminium, on utilise aussi de l'émail, beaucoup moins répandu, mais permettant au moins le contact alimentaire. Le fait qu'il ne soit pas magnétique a nécessité un apport de plaques inox ferromagnétiques à l'extérieur pour capter le champ de la plaque à induction, et c'est ainsi que les ustensiles en aluminium
sont capables de l'induction grâce à cette modification technique. Concernant l'acier doux, il faut d'abord mentionner que c'est pas ce qui est de plus répandu en matière d'ustensiles de cuisson, mais c'est très ancien, hein. Cette utilisation remonte quand même à plusieurs siècles. L'acier doux qui est de l'acier au carbone, en fait, euh, ayant constitué le matériau le plus économique qu'on mettait à la disposition des utilisateurs depuis des siècles. Il présente un avantage majeur, l'acier doux, c'est que il est lui aussi très réactif et qu'il fonctionne à l'induction parce que dans sa masse, il est magnétique. Donc il n'y a aucun traitement à faire, il est naturellement apte à l'induction. Il est lui aussi très réactif, il monte vite en température, il descend vite. Il est assez agréable à l'utilisation parce qu'on n'a pas besoin d'épaisseur très importante. Une bonne poêle en acier doux peut faire environ 2 mm, 2 mm et demi. Donc c'est encore, en termes de confort et de maniabilité, parfaitement confortable. Il a donc un excellent rendement. Il présente l'avantage de pouvoir être très performant pour saisir des viandes, pour des cuissons de ce type-là. Il est un petit peu plus délicat à l'entretien puisqu'il se corrode, ça veut dire qu'il rouille. Donc la plupart du temps, on nettoie pas une poêle en acier doux avec des détergents ou en le mettant dans le lave-vaisselle. On conserve au contraire les résidus des cuissons précédentes pour culotter, comme on le disait autrefois, la poêle, de manière à ce qu'elle finisse par devenir plutôt assez bonne en termes d'anti-adhérence et protégée par les graisses successives qui l'éloignent ou le protègent de la rouille. C'est un matériau assez économique, mais bon, qui présente ses inconvénients d'entretien et de corrosion qui ne sont pas du goût de tous les consommateurs d'aujourd'hui. Concernant l'acier émaillé, on a une très bonne combinaison entre un matériau très réactif, très performant, notamment sur l'adduction. Donc, il capte lui aussi 100% du champ magnétique de la plaque à induction avec un rendement extrêmement élevé. Il est réactif, il monte et il descend très vite en température, ce qui est très apprécié. Généralement, ce n'est pas un matériau qui est utilisé par les chefs de cuisine parce qu'il y a de l'émail, et l'émail a quand même une certaine fragilité, notamment au choc. Donc, on le voit rarement dans les cuisines des professionnels. En revanche, il est très apprécié dans les cuisines des particuliers, à la fois par sa performance, pour sa réactivité, par le fait qu'il est sain, puisque l'émail lui-même est un matériau inerte. Hein, l'émail, c'est du verre. En fait, c'est parfaitement étanche. Bon, c'est un verre, je vous rassure, qui a été travaillé à partir de frites qu'on a associées ensemble pour qu'elles soient très résistantes, notamment à la rayure. Ça présente l'avantage donc de pouvoir cuisiner sainement au contact alimentaire, et aussi, et c'est pas négligeable, ça présente l'avantage de pouvoir disposer de couleurs avec une palette de couleurs quasi infinie, qui fait que certaines personnes achètent aussi l'émail parce qu'il est assorti à la cuisine ou parce qu'il fait joli dans la cuisine. Donc c'est un matériau moderne, tout en étant très ancien, parce que la technique de l'émaillage est utilisée dans cette profession depuis près de 2 siècles. Donc on a quelque chose qui répond aux exigences des technologies nouvelles de chauffe, comme l'induction, et on a quelque chose qui a une connotation décorative que seul l'émail peut permettre de proposer, avec un comportement tout à fait sain en matière de contact alimentaire et une réactivité en termes de cuisson extrêmement performante et extrêmement économique.